le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Givaudan. Anne est auteure et co-auteure de 19 livres traduits dans de nombreux pays et connue pour sa pratique du voyage hors du corps ou voyage astral. C'est par ce moyen qu'elle permet à un vaste public de découvrir les mondes de l'après-vie et de se familiariser avec des univers peu connus. Ces rencontres hors du commun ont ouvert les portes du monde jusqu'alors réservées à un public d'initiés. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est à Brive-la-Gaillarde. Et donc comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? Qui va amener là jusqu'à présent à interviewer plus de 1500 personnes. Donc tu es peut-être la 1501e personne. Extraordinaire. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Anne ? Alors justement, j'y ai pensé quand tu m'as envoyé là, le message. Et je me suis dit, mais c'est quoi le bonheur ? Parce que le bonheur, en fait, on est tous en train de le chercher. Il n'y a pas que moi qui le cherche, mais tous les humains sur Terre sont en train de chercher le bonheur. C'est-à-dire que, on va... qu'on soit dans un parcours qui paraît positif ou même quand on fait des choses qui ne le sont pas du tout, mais c'est quand même une recherche du bonheur. Je veux dire, personne n'a envie d'être mal tout le temps. Personne n'a envie d'être mal en permanence. Et c'est quand ça s'arrête, ce mal-être, que tout d'un coup, on a l'impression de toucher au bonheur. Mais en fait, le bonheur, c'est pas aussi simplement une question de plaisir. Et de par mes expériences aussi, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que lorsque j'étais hors de mon corps physique, notamment les premières expériences hors du corps physique. Ma spécialité, c'est quand même le voyage astral aussi. Et le fait que, dans les premières années, les premiers mois de mes expériences de sortie hors du corps, à un moment donné, j'étais hors de mon corps physique et j'étais dans un espace où j'étais parfaitement bien. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le bonheur ? En tout cas, j'étais bien, c'est-à-dire j'avais pas des pensées parasites tout le temps, j'avais pas un mental qui était en train de rebondir comme ça se fait habituellement chez beaucoup d'entre nous en tout cas. Et c'était la paix. Et tout d'un coup, il y a eu une question, il y a un être que je ne voyais pas, il y a une voix, disons, qui m'a posé cette question et qui m'a dit, mais je ne te demande pas ce que tu as fait ou ce que tu as eu, mais comment tu as été ? Et c'est là où je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais alors donc effectivement, j'étais étudiante à l'époque. Je me suis dit, ce ne sont pas des acquis qu'on me demande. Donc j'ai beau avoir fait, ce ne sont pas mes études, ce ne sont pas mes diplômes, ce ne sont pas le nombre de maisons que j'aurai un jour ou pas. Ce ne sont pas les acquisitions. Ce qu'on me demande, c'est comment, c'est même pas... c'est plutôt comment j'ai été ou comment dans les actions j'ai pu comment j'ai pu vivre au quotidien, comment peut-être j'ai amené un sourire chez quelqu'un, comment peut-être en tendant la main à une personne il s'est passé autre chose. En fait, c'était ça qui m'était demandé et je me suis dit, mais en fait, quand on est dépouillé de tout et même de son corps physique, qu'est-ce qui reste ? Mais ce qui reste, c'est ça, c'est vraiment tout d'un coup, on est là et puis il reste plus rien à part ce qu'on a été et comment on l'a vécu et comment ça s'est fait avec intensité. C'est-à-dire, c'est pas seulement est-ce que je vais donner une pièce à un mendiant au coin de la rue, mais comment je vais la lui donner ? Ou comment est-ce que je vais sourire à cette personne ? Ou comment est-ce que je vais être touchée ? Et toute la question était là. Et déjà, à l'époque, donc, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais alors, une fois qu'on a tout perdu, une fois qu'on est sans rien,
qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est ça le bonheur? Et déjà, je me suis posé la question sur le bonheur. Et puis après, je me suis rendu compte que, et j'aimerais bien en venir là au départ, parce que j'aimerais bien commencer par qu'est-ce qui empêche d'être heureux? Parce que souvent, on se dit, bah oui, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, est-ce que c'est fait de petits bonheurs? Est-ce que c'est fait de petites réussites ou d'objets ou d'acquisitions? Alors effectivement, tout ça, ça peut contribuer à un certain bien-être. Mais j'appelle pas ça le bonheur quand même, parce que je veux dire ça, ok, on va se fixer un objectif. On va atteindre l'objectif. Quand l'objectif est terminé, quand on l'a atteint, à ce moment-là, à nouveau, on est dans un état, on est moins bien, on a envie d'autre chose. Donc ça veut dire qu'on va passer de désir en désir, et puis d'objectif en objectif. Alors ça peut avoir un côté positif, mais ça veut dire que c'est instable. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui dure. Donc, je veux dire, dans la durée, il ne se passe rien. Et c'est là où le bonheur, justement, en ce qui me concerne, c'est quand même autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui peut être extérieur. Alors, je dirais les obstacles au bonheur. C'est un peu comme quand, on parle de nous dans nos séminaires, par exemple, de fin de vie, et on nomme les obstacles, justement pour que les gens puissent partir paisiblement. Mais c'est la même chose. Et les obstacles au bonheur, je pourrais les citer, je dirais qu'il y a la culpabilité, parce qu'effectivement, quand on se sent redevable ou coupable, ou quand on regrette, le regret aussi. Donc c'est un deuxième point, le regret, quand on regrette ce qui n'a pas été fait, ou quand on culpabilise pour ce qu'on a fait, c'est sûr qu'à l'intérieur, il n'y a pas cette paix qui permet d'accéder ou au moins de ressentir ce que peut être le bonheur. Alors, il y a ça. Il y a aussi l'attachement. Je dirais l'attachement, c'est pas de l'amour, et souvent on le confond avec l'amour. Une personne qui est attachée à son enfant, à son conjoint, à ses affaires, peut très bien... ou à la société actuelle, on est en train de le voir maintenant parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire si on est attaché à de vieilles valeurs, si on est attaché à des principes, si on est attaché à des idées, c'est pareil. On est capable quelquefois de mourir pour des idées, et à ce moment-là, on s'aperçoit que cet attachement, en fait, ne peut pas apporter ou empêche justement d'être heureux. Parce que quand on est attaché à... que ce soit à une personne, que ce soit à une idée, c'est pas parce qu'on aime cette personne, c'est pas parce qu'on aime cette idée, c'est simplement une question de peut-être d'habitude, d'attachement. C'est vraiment le mot. Et être attaché, ça veut dire aussi être prisonnier. Être prisonnier, ça ne rend pas forcément heureux quand on est prisonnier à l'intérieur de soi. Je parle pas à l'extérieur, hein. Parce qu'à l'extérieur, en fait, c'est... Donc, donc il y aurait de l'attachement, je dirais le désir, c'est-à-dire toujours aller d'une chose à l'autre. On a quelque chose, on se dit, bon, je vais être heureux quand j'aurai tel âge et que je vais pouvoir faire le boulot que je veux. On fait le boulot qu'on veut, et puis on se dit, ben non, je vais être heureux quand j'aurai la femme ou le mari qui me correspond, ou je vais être heureux quand j'aurai les enfants. Et puis on s'aperçoit que, hop, à chaque étape, ben oui, on est content, mais on n'est pas heureux. C'est pas ça qui apporte le bonheur, c'est une parcelle de bonheur, mais ça y contribue, mais ça n'est pas le bonheur. Qu'est-ce qu'il apporte? Justement, alors qu'est-ce qu'il apporte? C'est la grande question. Je dirais, c'est vraiment, chez les Esséniens par exemple, puisque j'ai quand même écrit le livre de mémoire d'Esséniens en allant dans les annales akashiques, en retrouvant une vie en tant qu'Essénienne. Donc à partir de là, effectivement, j'ai pu, revisiter cette vie et voir un peu comment vivaient les Esséniens à l'époque de Jésus, donc il y a 2000 ans. Et je me suis aperçue que chez eux, il y avait quand même une sérénité, une harmonie qui faisait que c'était des êtres qui étaient rarement malades, qui pouvaient vivre longtemps, à une époque où on vivait quand même moins longtemps. Et il y en a qui dépassaient régulièrement les 100 ans. Et parce que intérieurement, il y avait une espèce de cohérence. Et j'ai j'ai cette sensation forte que quand on est cohérent à l'intérieur, quand on est en harmonie, disons, moi, je parle d'une harmonie, elle peut être extérieure bien entendu, mais
c'est d'abord à l'intérieur. Et quand on est harmonieux à l'intérieur, c'est-à-dire quand on est en accord, quand le corps, l'âme, l'esprit sont en harmonie, donc en syntonie, quand nos paroles, nos pensées et nos actes sont cohérents les uns par rapport aux autres, à ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas cette espèce de difficulté qui fait qu'on cherche le bonheur à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, on va vraiment le trouver à l'intérieur de soi. On va trouver cette qualité, cette stabilité et cette harmonie qui font partie du bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est pas une acquisition. C'est comme l'amour, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est acquis. On l'a en soi depuis toujours. Mais à un moment donné, il faut le réveiller, il faut une pratique, disons comme n'importe quel exercice, c'est qu'à un moment donné, on l'acquiert le bonheur, on le construit, on le fait. On est responsable. On est responsable de notre bonheur. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va arriver parce qu'on va acquérir quelque chose d'extérieur. Et on est responsable, pourquoi ? Parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, se reflète à l'extérieur. Je veux dire, notre monde intérieur crée le monde extérieur. Et si on veut qu'il y ait un monde où les gens puissent vivre heureux, où les gens puissent vivre en harmonie, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait l'harmonie à l'intérieur de nous. Alors, on va dire, oui, c'est d'accord, c'est un principe philosophique. C'est pas du tout un principe philosophique. C'est vraiment quelque chose de complètement concret. Et ce que je pourrais citer, par exemple, justement, quand il y a quand on dit, il y a des terroristes, puisque c'est l'époque, là, de tous ces terrorismes, on dit il y a des terroristes. Donc, c'est comme si on disait d'un côté, il y a les bons, de l'autre côté, il y a les méchants. Alors que si on regardait vraiment à l'intérieur de nous, on s'apercevrait qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des terroristes. On peut être un terroriste pour soi, on peut être un terroriste pour l'autre, on peut être en disharmonie avec nous-mêmes, on peut être en disharmonie, on peut avoir un monde intérieur qui est en disharmonie, et à ce moment-là, ça va refléter ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai eu justement une expérience lors de mes voyages astro. Alors évidemment, c'est une expérience que je raconte souvent parce qu'elle a été marquante pour moi au début. Mais à un moment donné, le guide, qui est toujours le guide que j'ai actuellement et qui était mon guide dans ces mondes, un jour où j'étais hors de mon corps physique, m'a dit « Reste en contact avec la planète Terre ». Et il m'a demandé de m'éloigner. Il m'a dit « Éloigne-toi de la planète jusqu'à ce que tu puisses la voir dans son ensemble ». Et à ce moment-là, j'ai vu la planète Terre et j'ai regardé et j'avais l'impression de voir un corps malade. Pourquoi ? Parce qu'elle était entourée d'un halo gris. Un halo gris qu'on peut voir, que moi, enfin en tout cas au niveau de l'aura, je peux voir autour des personnes qui peuvent être dépressives, qui peuvent être malades, fatiguées. Mais à l'époque, donc, je débutais, on peut dire, dans tous ces domaines. Et je voyais ça, puis je voyais par endroits des petits points bleus qui perçaient la surface de ce gris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Et quand j'ai retrouvé mon guide donc sur les plans subtils, je lui ai dit, mais alors, est-ce que tu peux me traduire ce que j'ai vu, quoi ? Et il m'a dit, mais oui, mais il m'a dit, tu vois, la pollution extérieure n'a rien de comparable avec la pollution d'un autre niveau. Et il dit, s'il ne s'agissait que de la pollution, de l'écologie, disons, de la planète, ça pourrait être très facilement changé. Mais il me dit, il y a une maladie plus grave qui entoure la planète et qui est due à la pensée des hommes. Et c'est là où, tout d'un coup, je me suis rendu compte, et c'est là où ça a pris beaucoup d'importance pour moi, cette histoire de pensée, de forme pensée, de façon dont on gère nos idées, nos pensées. À l'époque, c'était pas encore quelque chose de très connu, mais disons maintenant, ça commence à devenir une évidence. Mais comment faire en sorte pour que la planète soit différente ? Mais il faut d'abord que, effectivement, sur nous, on arrive à faire en sorte que les pensées qu'on émet, que le monde qu'on crée à l'intérieur de nous, puisse être harmonieux, puisse être beau, puisse être un monde de bonheur. Et c'est ça qui est important. Clair. J'ai plusieurs questions qui fusent dans ma tête. La première parmi plein, c'est OK, mais alors on fait comment ? Parce que, alors, tu prêches à convaincu. OK, ouais. Moi, c'est pareil. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, donc je suis vraiment convaincu et je m'exerce, si on peut appeler ça un exercice, de tous les jours, pour essayer de faire un maximum pour
tendre vers l'amour, quoi, on va dire. Mais comment les personnes qui nous écoutent, qui vont dire, ok, elle a raison, mais je fais comment, moi, au quotidien? C'est justement surtout ne pas lutter contre les pensées négatives qui nous habitent. On peut être en colère, on peut avoir de la haine, on peut avoir de l'envie, de la jalousie, tout ça. Et dans ces cas-là, on n'est pas heureux de toute façon. Mais je veux dire, plus on va lutter contre ça, et plus on va lui donner de l'importance, plus on va nourrir cette énergie. Donc lâcher prise. Par contre, lâcher prise à condition de faire l'inverse. C'est-à-dire que quand on est en colère, c'est bien de faire une pause et puis de regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe. Donc on lâche prise, on regarde, on prend du recul parce qu'on n'est pas la colère, on n'est pas on n'est pas la jalousie. Je veux dire, ce sont des caractéristiques de nous sur le moment, mais ça n'est pas nous. Mais comment prendre du recul? Donc on peut être spectateur, c'est-à-dire arriver à être spectateur et garder en tête. Alors une spécialiste du cerveau disait que, en fait, au niveau du cerveau, ces émotions fortes ne peuvent durer qu'1 minute et demie. Ensuite, c'est parce qu'on les entretient. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'1 minute et demie, si ça ne s'est pas arrêté, ça veut dire que c'est nous qui entretenons en boucle l'histoire et qui ressassons l'histoire. Alors, ce que je dirais, moi, c'est que vraiment, quand je dis nourrir l'énergie inverse, par exemple, c'est si on est tout d'un coup face à une histoire de jalousie, par exemple, ou si on sait qu'on a ce genre de tempérament ou ce genre de difficulté, c'est vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui nourrit l'inverse. Par exemple, si on est en colère, qu'est-ce qui nourrit la patience? Ou qu'est-ce qui nourrit chez nous? Qu'est-ce qui va nourrir la joie, tout simplement? Qui fait qu'à un moment donné, plus on va mettre d'énergie sur ce qui est contraire à notre difficulté, et plus elle va prendre de place. Et petit à petit, l'autre va lâcher prise. Donc il faut être extrêmement à l'écoute de soi, quoi. Il faut être attentif. Je veux dire, au moins attentif à ce qu'on est, de façon à petit regarder passer comme un spectateur. Mais ça demande quoi? Ça demande quand même d'être un peu en contact avec soi. Pour être un peu en contact avec soi, il y a des pratiques de méditation aussi. Mais forcément, je veux dire, il faut faire quelque chose, quoi. Je veux dire, ça vient pas tout seul, d'un coup, comme ça, à moins d'avoir un accident ou une maladie grave. À ce moment-là, tout d'un coup, effectivement, le choc fait qu'on peut se rendre compte de ça. Je veux dire, c'est dommage d'en arriver là. On pourrait aussi faire sans ça. C'est clair. Ouais. Et développer plutôt notre cerveau gauche que notre cerveau droit. Quand on développe notre cerveau gauche, on est plus dans l'amour, on est plus dans la compassion. Quelqu'un qui a tendance, par exemple, qui sait qu'il a des tendances, par exemple, d'égoïsme, peut très bien développer chez lui la compassion, développer chez lui petit à petit. C'est comme un exercice, quoi. Ce que je vais te dire, c'est un entraînement, exactement, en fait. Voilà, un entraînement intérieur. Et c'est ça qui est important. Ouais. Quelque part, c'est aussi une espèce de déconditionnement. Je t'explique pourquoi. Parce que tu es remonté aux Esséniens. Et visiblement, les Esséniens étaient plus en paix, on va dire, intérieurement que nous. Oui. Est-ce que c'est pas la société qui, au fur et à mesure, nous a rendus aussi comme on est à l'heure d'aujourd'hui? Et donc, est-ce que c'est pas un déconditionnement qu'il faudrait avoir de tout ce qu'on a appris, ou tout ce qu'on a même appris sans le savoir, je sais pas, de nos âmes antérieures? Est-ce que ce serait pas un travail aussi là-dessus qu'il faudrait faire? C'est un peu ce que disait Krishnamurti, par exemple, quand il dit faites table rase de toutes vos connaissances et on remet tout à zéro. On remet les compteurs à zéro et on revérifie. Parce qu'il y a des choses, évidemment, nous on le voit, par exemple, quand on fait un travail là-dessus avec d'autres personnes, on voit bien qu'il y a des choses qui sont des acquis, mais des acquis qu'on n'a absolument pas vérifiés. On n'aime pas telle chose parce que nos parents n'aimaient pas telle chose ou parce qu'on a appris à ne pas les aimer. Je veux dire que ce soit au niveau du goût, au niveau des préférences, au niveau des amitiés. Tout, quoi. À tous les niveaux. Ce sont des acquis, mais qu'on n'a même pas pris la peine de vérifier. Est-ce que ça nous appartient vraiment? Est-ce que nous, on est dans ce domaine-là? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas du tout? Ou est-ce que c'est juste que, oui, les autres ont fait comme ça, donc on continue la même histoire? C'est ce qu'on fait, par mimétisme. Souvent, par mimétisme, par facilité, on fait ça. Mais c'est pas ça, quoi, justement. Alors, est-ce qu'une des solutions ne serait pas de revoir l'éducation? Alors, complètement. L'éducation, de toute façon, c'est une des bases. C'est une des bases et elle est complètement... elle est absolument inadaptée actuellement. Je veux dire, quand on voit les enfants, le temps qu'on passe à apprendre des choses,
qui ne vont pas nous servir, de toute façon. Et le non-temps qu'on passe dans tout ce qui est, par exemple, comment gérer nos émotions, comment apprendre à la naissance, la mort, qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, pour ne pas faire des erreurs qui sont toutes bêtes, en fait, qui sont dues au non-sens. Mais on n'a pas le temps. Je veux dire, aucun enfant n'a le temps de s'apesantir là-dessus avec les programmes scolaires qu'il peut avoir. Impossible, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que ça a été voulu pour, à un moment donné, annihiler complètement le libre arbitre ou la façon de penser? Oui. Parce que, bon, à l'époque de Socrate, à l'époque de Platon, il y avait quand même, je veux dire, ça existait, je veux dire, de se poser des questions importantes. Alors là, on va se les poser au niveau philosophique, on va se les poser au niveau littéraire, mais pas au niveau intérieur. C'est clair. Hein. Donc, c'est important qu'un enfant, dès petit, justement, puisse commencer à se poser il se les pose les bonnes questions, mais qu'il ait le temps au moins de trouver des réponses. C'est ça, ouais. Et il n'a pas le temps de les trouver parce qu'il n'a pas les outils pour, parce qu'il n'y a pas le temps pour, et qu'il ne peut pas rallonger son temps à l'infini. Donc, je veux dire, il faut changer d'éducation, c'est sûr. Complètement, ouais. Moi, ce que j'en ai compris en rencontrant pas mal de monde dans le monde de l'éducation, et puis de ce que j'ai vécu aussi, c'est que finalement, l'idée, c'est quoi? C'est de te mettre sur des rails et on dit voilà, écoute petit gars, la vie c'est tout droit et surtout sors pas des rails, quoi. C'est un peu ce que j'ai retenu, quoi. Et c'est ça, il y a des gens qui ont des talents extraordinaires, des enfants qui ont des talents extraordinaires et qui ne les auront plus à la sortie de leurs études. C'est ça, ouais. Parce qu'à la sortie des études, mais je vois même nous, par exemple dans nos stages, quand il y a des médecins, Antoine, donc mon conjoint qui est médecin aussi, ils disent après X années de formatage du mental, c'est difficile de pouvoir tout d'un coup dire ok, on lâche l'intuition, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut d'abord le déconditionnement, ça prend du temps. C'est clair. Alors que les deux pourraient marcher ensemble. À fond. Mais en fait, c'est comme si on avait annihilé une partie de notre être au profit d'une partie plus industrielle, plus technologique, en fait un peu robotique si on veut, qui fait qu'il y a des êtres intelligents mais qui n'ont plus de l'espace pour autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On en a fait des bons ouvriers consommateurs, quoi. Mais oui, et moi je me souviens d'avoir été interpellée par une personne qui un jour est venue me voir et qui j'avais reçu une lettre. Parce qu'à l'époque, donc, on faisait avec les lectures d'aura, avec les voyages astro, on avait reçu une lettre d'un groupe de scientifiques qui nous demandait si on pouvait participer à leurs recherches. Et on hésitait, mais quelques temps après, on a rencontré la femme de l'un d'eux qui a dit « Écoutez, ne faites pas ça, parce que ce sont des gens qui sont exceptionnels au niveau de la recherche, mais qui n'ont aucune morale. Je veux dire, pour eux, ça n'existe pas. Je veux dire, ils peuvent faire une bombe atomique ou n'importe quelle arme en dessinant sur un coin de table, y arriver, et ça leur viendra pas à l'idée que ça va tuer des tas de personnes. Je veux dire, eux, ils font de la recherche pour la recherche. Ils vont se servir de ça à des fins qui leur seront demandées, mais sans avoir aucune idée intérieure de ce qui va pouvoir se passer ou des conséquences. Et ça peut être pourtant des bons pères de famille, mais ils vont pas se rendre compte des conséquences sur une population mondiale. Ça leur échappe complètement. Des robots. Et elle dit, moi, mon mari est comme ça, et c'est tout. Il peut être un bon père de famille, mais il n'a aucune idée ou il n'envisage pas. Et d'ici l'un de leur groupe envisageait ça, il serait immédiatement hors du groupe. Ah ouais, ok. Mais oui, parce qu'il ne peut pas... Pas de sentiment, quoi. Non, je veux dire, ils font de la recherche pour la recherche. Il faut vraiment que ce soit leur truc, quoi. Ok. Ah ouais, c'est impressionnant, ça. Et donc, c'était impressionnant d'entendre ça et c'était intéressant en même temps. C'est clair. Mais oui. Et on se dit, oui, il y a des chercheurs comme ça. Et j'ai retrouvé ça dans un film de, je ne sais plus, de Spielberg, je pense, qui s'appelle Taking, où il y a une série. Et on voit des scientifiques qui sont à la recherche d'extraterrestres. Ouais. Enfin, bon, et c'est vraiment cette froideur scientifique. Et elle était très bien vue là, dans ce film-là. Ouais, ça ne m'étonne pas, il est bon en plus. Tu apportes un sujet, l'air de rien, des extraterrestres. Ouais. C'est quoi ton point de vue sur les extraterrestres? Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et mon point de vue, de toute façon, c'est même pas un point de vue, c'est une expérience. Parce que, je veux dire, si c'était qu'un point de vue, je pourrais me poser la question. Je me pose même pas la question. Okay. Toutes les planètes sont habitées.
Mais elles ne sont pas habitées sur le même niveau que le niveau de la Terre. Donc, si on y va avec nos instruments qui sont de la 3e dimension, alors qu'eux sont déjà dans la 5e, 6e, 7e, etc., dimension, c'est un peu comme si un être de la 2e dimension qui n'a pas le volume voulait venir avec ses instruments photographier le volume. Mais il ne peut pas, il n'y a rien, il ne se passe rien à ce moment-là. Donc, on est avec des instruments inférieurs aux capacités, disons, ou à ce qui se passe sur les autres planètes. Et on pense qu'avec ces instruments-là, on va pouvoir analyser ce qui se passe ou ce qui existe sur d'autres planètes. Ce qui n'est pas possible. Ouais. Par contre, en voyage astral, il n'y a aucune difficulté, pour moi, à pouvoir communiquer avec eux, et même physiquement, parce qu'il faut savoir que sur Terre, il y en a. Et il y a quelque temps, il y en avait au moins 10 000. Maintenant, il peut y en avoir 20 ou 30 000. Mais plus les croisements, plus les hybrides, je veux dire, il y a quand même beaucoup de populations. Alors, il y a les uns qui sont là juste comme chercheurs. Il y en a qui sont là pour aider la planète. Il y en a qui sont là pour s'aider eux-mêmes. Donc, il y a un peu de tout, évidemment, comme ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, dans le grand plan général qui est prévu, il y a un plan prévu pour lutter à un moment donné contre ce qu'on appelle extraterrestres sur Terre. Et c'est pour ça que toujours, quand on voit les films, on voit toujours les robots, les méchants, qui viennent envahir la Terre, manger tout le monde, etc. Ce qui est complètement ridicule, parce que si les extraterrestres avaient voulu envahir la Terre, ça fait longtemps que ça serait fait. C'est évident. Vu leur technologie, vu le fait qu'ils sont sur Terre depuis extrêmement longtemps, je dirais plus de 18 millions d'années, vu que certains ont été à l'origine de la création des créations des corps, je veux dire qu'il y a des généticiens qui sont extraordinaires, vous pensez bien que s'ils devaient envahir qui que ce soit, quoi que ce soit de la façon dont c'est décrit dans les films, ça fait longtemps que ça serait arrivé. Ouais, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans les années qui viennent. Il y aura peut-être des conflits entre les uns et les autres, ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide. Hein. C'est clair. Tu penses que les gouvernements sont au courant de tout ça ? Les gouvernements sont au courant de tout ça, mais les gouvernements sont des marionnettes. Alors, on est au moment des élections, c'est vrai, mais enfin, ça rime pas à grand-chose, ça rime plus à grand-chose. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ce sont les puissances financières qui sont derrière, les gouvernements sont juste là pour faire ce qu'on leur demande de faire. Donc ça veut dire que c'est quoi Mais le Vatican aussi est au courant. Hein, je veux dire, oui, c'est clair. Tout le monde est au courant. C'est pas étonnant. Et on essaie d'abêtir la population, et la population est encore en train de se demander est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Le temps qu'ils se demandent ça, pendant ce temps, on peut passer tout ce qu'on veut. Tu parlais de 2D, 3D, 4D, 5D, etc. C'est quoi en fait ? C'est un changement de vibration ? Les dimensions. Les dimensions. Oui, bien sûr. C'est un changement de vibration. Oui. Là, on est juste dans la 3e dimension, c'est-à-dire pas grand-chose, quand même, longueur, largeur, profondeur, ça fait rien. Ok. Donc après, il y aura l'espace-temps, c'est ce que moi je vis quand je suis hors de mon corps physique en voyage astral, c'est ce que vivra la planète quand elle va passer sur la 4e, 5e dimension. Donc c'est ce qui est prévu pour elle. Okay. Et à ce moment-là, elle va regagner vraiment sa place parce qu'elle a toujours été considérée depuis longtemps comme une fausse note au milieu des autres planètes du système solaire. Elle est en train de regagner sa place. Donc ça crée des bouleversements. Et puisqu'on parlait du bonheur tout à l'heure, c'est justement toutes les personnes qui sont attachées aux vieilles structures, aux vieilles façons de penser, à tout ce qui est ancien, et qui n'ont pas fait le ménage à l'intérieur d'elles-mêmes, qui n'ont pas justement fait le ménage aussi dans leurs attachements, mais aussi dans leur colère envers telle ou telle personne, vont se retrouver complètement, elles auront l'impression que leur monde s'écroule. Mais c'est jamais que leur monde qui s'écroule. Et donc, elles seront malheureuses, mais il n'y aura pas de bonheur pour elles jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles lâchent et se disent, non, on va vers un monde différent. Et pour ça, on a besoin de ne pas être attaché à l'ancien, pour que le nouveau puisse se faire. C'est évident. Tu crois qu'il y a des outils à transmettre pour les aider à aller dans cette direction ? C'est déjà revoir sa vie. Et moi, j'accentue beaucoup en ce moment sur tout ce qui est au-delà du pardon, je dirais. Parce que je m'aperçois quand j'ai des personnes qui sont vraiment en état de santé, vraiment en difficulté, que ce soit au niveau santé physique ou psychique, il y a toujours derrière, il y a toujours un non-pardon envers soi ou envers d'autres. Et quelquefois, il y a des personnages, je veux dire, c'est pas... quelquefois, je vois au niveau de l'aura, toutes
toutes les personnes avec lesquelles elles ont des conflits ou avec lesquelles c'est... Alors, il y a des personnes qui disent, mais non, c'est réglé, c'est fini. Et quand je vois ça, je leur dis non. Et quand elles cherchent, elles s'aperçoivent qu'effectivement, c'est pas complètement fini. Et quand c'est pas complètement fini, on peut pas être complètement libre. Quand on n'est pas complètement libre intérieurement, on n'est pas heureux. Et le bonheur, ça en fait partie. La joie, ça en fait partie. La liberté intérieure. Moi, qui voyage dans beaucoup de pays différents, je m'aperçois que c'est pas les pays les plus nantis où il y a les regards les plus heureux quand je croise des gens dans la rue. Par contre, il y a des pays pauvres où, je veux dire, il n'y a pas les conditions matérielles extérieures qui sont prévues, qui sont là, enfin, qui sont réunies en tout cas pour être heureux, soi-disant. Et il y a des regards heureux. Et ça, c'est énorme. C'est quand on fait ce constat-là, moi, je me souviens des premières fois où je suis allée, par exemple, en Inde, où c'était vraiment pauvre à l'époque, parce que ça l'est moins maintenant, mais dans les années 70, je pouvais croiser des regards chez des mendiants que je ne croisais pas chez d'autres personnes en Occident. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette, peut-être de cette assurance, de cette paix ou de cette liberté qui est au-delà des circonstances extérieures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille vivre n'importe comment. C'est pas parce qu'on va être pauvre qu'on va être plus heureux. Ça n'a rien à voir. Mais on peut être pauvre et heureux. On peut être un état d'être et heureux. Ben oui. C'est pour ça que je veux dire, c'est pas une histoire extérieure. Alors c'est facile de dire bah oui, c'est pas l'extérieur. Donc ça contribue à ce qu'on soit mieux, mais c'est pas ça qui va faire notre bonheur. Mais une fois de plus, je pense que c'est la société qui nous a fait croire que le bonheur c'était d'être dans l'acquisition, dans le bien matériel. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, bien de sûr. Posséder quoi. Et elle continue. Je veux dire, c'est à partir du moment où il y a ce principe où il faut consommer pour que d'abord l'État s'en sorte, où il faut consommer pour que les entreprises s'en sortent, il faut consommer pour qu'on soit bien. Mais forcément, on arrive dans une impasse où on peut jamais être heureux. Parce qu'il y a toujours à consommer, et puis on fait des produits qui ont moins de qualité, qui ne durent pas dans le temps. Donc, voilà, quoi. Et on a l'impression que le consumérisme, ça va apporter une qualité de vie, mais qui n'est absolument pas là, qui n'existe pas. Donc, c'est hors bonheur, disons. Ça fait partie des petits plaisirs, mais pas du bonheur. C'est illusoire, quoi. C'est complètement illusoire. Ouais, c'est clair. J'imagine que tu dois le voir, toi aussi, à travers ton activité, qu'il y a une espèce de... Ouais, je crois qu'on est quasiment en train de changer de paradigme et qu'il y a une grosse partie de la population quand même à l'échelle mondiale qui est en train de prendre conscience de plein de choses et on est en train d'évoluer dans une bonne direction. Tu le vois toi aussi, non, j'imagine? Alors moi je le vois et nous on a institué depuis 2-3 ans déjà, au plus même, dans notre site on a une rubrique bonnes nouvelles. Parce qu'on s'est aperçu que, évidemment, la population des journalistes officiels avait surtout pour ordre de ne pas parler des bonnes choses qui se passaient sur Terre. Et maintenant, c'est en train de changer, c'est formidable, parce qu'à l'époque, on était les seuls, on m'a dit « Oh, mais si tu fais ça, il n'y a personne qui va s'y intéresser, parce que tout le monde aime bien ce qui se passe, qui ne va pas ce qui va bien. » Mais au contraire, il y a beaucoup de gens qui regardent justement cette rubrique, parce que sur Terre, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne parle jamais. Alors maintenant, on commence à en parler. Il y a des films qui sortent et peut-être le tien aussi qui va sortir. Et puis les films qui sont sortis cette dernière année. Et je trouve que c'est enthousiasmant dans la mesure où on voit qu'il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Et ça remonte l'immunité. Tout est fait, c'est facile en fait de faire baisser l'immunité, de faire penser aux gens qui sont malheureux. Parce qu'à un moment donné, on leur fait croire que rien ne va plus. Alors, quand on se sent impuissant, quand on a l'impression qu'on ne peut rien changer sur Terre, que tout va mal, forcément, on ne peut pas être heureux, quoi. On se dit, ok, on laisse tomber, on est mal, quoi. Ils jouent beaucoup là-dessus. Mais oui. Pourquoi ? Parce que sur un plan subtil, ça nourrit aussi des entités qui permettent de faire comme une chape de plomb sur la planète et sur les habitants. Et parce que aussi, c'est beaucoup plus facile de jouer avec des personnes qui ont peur ou qui sont mal qu'avec des personnes qui se sentent bien à l'intérieur d'elles-mêmes. On n'arrive pas à convaincre, en tout cas des personnes, quand elles ont une certaine autonomie et quand elles ont un équilibre intérieur, de la même façon que
On peut convaincre des personnes qui sont mal, qui savent pas où aller, qui savent pas que faire, qui ont peur et qui sont prêts à se rattacher à n'importe quelle personne qui va leur dire, qui va les rassurer. C'est clair. Hein. Ils ont bien compris que le mécanisme du stress et de tout le côté anxiogène, c'était très efficace pour contrôler une population. Mais oui, la division, le stress, la peur, c'est extraordinaire. Déjà sur un plan physique, mais aussi sur un plan subtil. Et nous, on le voit, toutes ces énergies-là font baisser l'immunité. Donc les gens sont plus fatigués, plus malades, plus dépressifs, moins heureux, évidemment. Alors voilà, donc remonter l'immunité, c'est vraiment à un moment donné commencer à avoir des pensées d'un autre registre. C'est se dire, mais non, il y a des belles choses qui existent sur Terre, et que chacun puisse se dire, mais moi, je suis capable de pouvoir, je suis capable de faire ma part, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que bon, Pierre Rabhi parle du colibri, bon, mais je veux dire, mais c'est évident, chacun a de la lumière en lui suffisamment pour ne pas donner son pouvoir à tout le monde. Ouais, c'est évident. Ouais. Et en général, on donne notre pouvoir à tout le monde. Et on n'a aucune confiance en nous. On se déresponsabilise quelque part. On se déresponsabilise, c'est plus facile, et en même temps, on n'a pas Bon, oui, c'est ça, quand on se déresponsabilise, oui. Oui, je dirais ça. Ouais, c'est un peu ça. Parce que quand je t'écoute, en tout cas, j'entends ça derrière moi, l'idée, c'est justement que chacun se responsabilise par rapport à son propre bien-être. Là où il est. Exactement. Et qui comprennent qu'en s'occupant de lui, il va résoudre l'équation du bonheur pour tout le monde. Quoi. Mais oui, c'est pas parce qu'on va courir d'un bout à l'autre de la planète que ça va changer. Ça peut changer, mais s'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça restera pareil. Et moi, je vois très bien quand les personnes, quand on leur demande de décrire, même deux enfants, des mêmes parents, quand on leur demande de décrire leur ambiance familiale, leurs parents, ils vont avoir deux descriptions complètement différentes, comme s'ils n'avaient pas les mêmes parents. Ce qui veut bien dire que c'est vraiment le monde intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Si notre monde intérieur est cohérent, l'extérieur va être cohérent. Et là-dessus, oui, j'ai une expérience, enfin des expériences, mais hors du corps physique, on est dans une 3e, 4e dimension, 5e dimension aussi. C'est-à-dire l'espace-temps, c'est complètement différent. Et j'ai réalisé à un moment donné que la qualité de mes pensées changeait l'état vibratoire de ce corps astral, donc de cet autre corps, et que cette qualité de pensée pouvait m'amener sur des plans beaucoup plus, on pourrait dire élevés entre guillemets, quoi, mais différents en tout cas, et d'une vibration plus subtile. Et donc, à partir de ce constat-là, je me suis aussi rendu compte un jour qu'en n'ayant pas très envie de rentrer dans mon corps physique, j'ai baissé mon niveau vibratoire et qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée sur des plans qui étaient vraiment glauques, mais qui correspondaient à ce que moi, j'avais à l'intérieur de moi, de tristesse, de pas d'envie, de tout ça. Et donc, je réalisais que tout ça, ça m'entourait, que j'étais dans la noirceur que je me créais. C'est intéressant. Donc, moi, je peux le voir quand je suis hors de mon corps physique, mais ça veut dire que ça existe même dans le plan physique. Même si on ne le voit pas, c'est là. Donc, on peut s'entourer de glauques, être malheureux, être triste, ou s'entourer de lumière, parce qu'à l'intérieur de soi, il y a d'autres choses qui se passent. Ça me fait penser à Peter Pan quand je t'écoute. On lui dit pense à des pensées agréables. À la nourriture, pour voler. Quoi. Ah oui, mais tout à fait. Ouais, mais on en arrivera à un moment donné où on va s'apercevoir que c'est du concret. C'est-à-dire qu'on va penser... D'ailleurs, déjà, le fait de l'accélération du temps, on s'aperçoit que quand on pense à une chose, elle arrive. Et elle arrive beaucoup plus vite qu'elle n'arrivait à une certaine époque. Ah ouais, c'est clair. Donc, déjà, il y a quand même ce phénomène. Et petit à petit, on va s'apercevoir que si on pense à une chose d'une façon claire, elle va arriver de cette façon-là. Comme pour la santé, c'est pareil. On va s'apercevoir que si on se pense d'une certaine façon, eh bien, on aura à l'intérieur l'équilibre et la santé qui va correspondre. Tout à fait. Et ça, c'est important. Maintenant, je trouve qu'on est dans une phase où, pour accéder à ce bonheur, il faut vraiment arriver intérieurement à gérer nos pensées, à apprendre comment s'en servir, à apprendre quelle qualité y mettre, comment lâcher prise sur celles qu'on n'a pas envie de voir, comment arrêter de les nourrir.
C'est surtout comment arrêter d'alimenter ce qui ne nous intéresse pas. Se rapprocher de la nature. Se rapprocher de la nature, se rapprocher de gens positifs. C'est sûr, mais oui. Méditer. S'entourer de tout ce qu'il faut. Mais en même temps, si on l'a trouvé à l'intérieur de soi, on pourrait être dans l'endroit le plus glauque et ça ira quand même. C'est vrai. Ça ira quand même. Et je me souviens d'un sage indien avec lequel on avait des contacts, parce qu'il est mort maintenant, et qui à un moment donné disait mais moi je peux être en prison, ça n'a aucune importance, il dit, parce que ce qui est à l'intérieur de moi va faire que ça va rayonner à l'extérieur et que j'apporterai la lumière là où il faut, ça n'a pas d'importance. Il a un monde intérieur très riche, quoi. Ouais. Le monde des fées et des elfes, il existe? Ah ben pour moi aussi, oui, bien sûr. Okay. C'est une dimension, mais avant c'était une évidence. Je crois que c'est Socrate d'ailleurs qui avait toujours un lutin avec lui, et puis il y a cette fameuse histoire, je ne sais plus si c'est, oui, mais je crois que c'est lui, qui à un moment donné, son lutin lui dit mais non, tu ne vas pas passer par telle route parce que ben, il va y avoir un problème. Et lui, bon, écoute, il passe par une autre route, ses amis passent par la route qu'ils avaient prévue au départ. Et puis, quand à l'arrivée, les amis sont couverts de boue et on leur dit qu'est-ce qui s'est passé, et ils leur demandent qu'est-ce qui vous est arrivé. Il dit on a rencontré un troupeau de cochons, de sangliers, je ne sais pas quoi, enfin qui ont fait que maintenant on est tout boueux, enfin mal en point et tout. Et mais c'est pour dire que je veux dire, c'était quelque chose de commun, de connu. On était en Islande au mois de mars dernier. Et en Islande, ils nous ont expliqué, mais ils nous ont dit, mais nous, dans les mairies, peut-être pas dans toutes, mais en tout cas dans celles où on est allé, ils nous ont dit, dans les mairies, on a un bureau avec une médium ou un médium qui va contacter les êtres de la nature pour savoir quand on fait des travaux, si on ne va pas passer sur leurs écoles, leurs maisons et tout ça. Ils ont même une carte. Et ils ont une carte. Et alors, du coup, bon, ok. Et alors, parce que si vous passez dessus, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, à ce moment-là, on va perdre beaucoup d'argent déjà et beaucoup de temps parce que nos engins vont tomber en panne et c'est des gros engins et on n'a pas du tout envie de ça non plus. Donc, oui, mais ils ont été moins colonisés par le christianisme. Oui, c'est évident. Et oui, et il faut dire qu'à une époque, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné au Moyen-Âge et après aussi, toutes les personnes qui avaient des contacts avec autre chose ou qui entendaient des voix ou qui avaient des contacts avec des êtres de la nature étaient accusées de sorcellerie. Donc on les brûlait, on les mettait en prison, on les torturait. Et donc aucun intérêt que ça continue à ce moment-là. Le contact s'est coupé. C'est vrai, ouais. Et après, maintenant, il est en train de reprendre parce qu'on est à nouveau sur un bateau et où on se dit qu'il faut tous être un peu en lien les uns avec les autres. On est tous interconnectés et je me dis qu'en t'écoutant, ça serait une des clés du bonheur, justement, complètement. Tu vois, de s'apercevoir qu'on a juste un monde extraordinaire en réalité. Qu'on a tout à disposition, que le monde est extraordinaire, qu'on navigue dans un jardin qui est un paradis, mais qu'on ne le voit pas. C'est pas le jardin qui n'existe pas, c'est nous qui sommes aveugles. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Okay. Mais oui, ça s'apprend ne serait-ce que d'ouvrir son regard. Je vois bien, c'est pas une histoire de capacité de départ. On a tous des capacités en nous. Après, on les développe plus ou moins selon ce qu'on a à faire. Mais je veux dire, on pourrait au moins, le minimum, on pourrait l'avoir. Les êtres de la nature, dans le livre sur les êtres de la nature, là ils expliquent, ils disent mais reconnaissez au moins notre existence, on ne vous demande pas de venir dans notre monde qui n'est pas adapté au vôtre, mais au moins qu'on puisse collaborer, au moins reconnaissez notre existence. Quand il y a des personnes qui font de l'écologie, qui sont en train de jardiner et tout ça, il y en a un tiers qui pense peut-être qu'il y a des êtres derrière tout ça. C'est vrai. Mais que sans ces êtres-là, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, les racines des plantes ne sont pas en bon état, mais qu'ils collaborent tous à ça. Et je trouve que c'est important. Bon, il y a Findorn qui, évidemment, a parlé de ça, et heureusement. Et puis, il y a Péléandra, enfin, il y en a sûrement d'autres. Mais je trouve que c'est tellement important de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on n'est pas les maîtres du monde, qu'on n'est pas les rois du monde. Communication animale, c'est pareil. Ouais, c'est génial. Je veux dire, le monde animal, c'est extraordinaire. Les animaux sont là pour nous aider. Et ils sont prêts à servir parce qu'ils ont cette générosité à l'intérieur d'eux. Mais l'humain en a fait quoi? Des produits de consommation ou des esclaves. Ouais. Et ça s'arrête là. Donc, je veux dire, tant qu'on fait ça, il ne peut pas y avoir de collaboration. Et un jour ou l'autre, ça se retourne contre nous, ce qui arrive maintenant. C'est évident, ouais. D'ailleurs, la communication animale aussi, c'est pareil, ça s'apprend, quoi. Mais oui, mais oui.
Je dis, c'est simplement se rendre compte que c'est possible. Parce que j'étais il n'y a pas très très longtemps avec Alex Orbito, qui est un guérisseur philippin, et qui lui a des connotations avec les Esséniens, qui a dû avoir d'autres vies à cette époque. Donc on discutait, et puis quand je lui ai dit, mais quand même, comment est-ce que ça vient aux enfants comme ça, de fait de pouvoir traverser la matière physique? Et il dit, mais quand on est petit et d'une famille de guérisseurs, petit, on nous dit, mais regarde, c'est comme de l'eau, tu traverses et c'est bon. Et donc, ce qui fait que le mental n'a pas le temps de dire, mais non, c'est pas possible. Donc, leur mental est structuré pour se dire, mais oui, c'est possible. On revient à l'éducation. C'est tout. Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Mais il faut que les parents collaborent un peu parce que c'est il y a l'éducation, mais il y a les parents derrière. C'est ça. Il y a la société, bon, ok. Il faudrait une école pour les enfants, une école pour les enseignants, une école pour les parents. Quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas d'école pour les parents. Et les parents, quelquefois, sont démunis. Moi, je vois quand j'ai écrit le livre sur la nature, il y a une maman qui m'écrivait parce que son fils était en contact avec un lutin, mais il ne savait pas quoi faire. Enfin, et puis, heureusement, elle a... Bon, ça s'est bien passé, quoi. Mais voilà, quoi, c'est... Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes plus qu'une autre? Là, j'ai pas d'idée spéciale là-dessus pour l'instant, mais non. Non, si, peut-être, il y en a une qui est amusante, c'est Antoine qui la cite, mais je sais plus, par contre, de qui elle est, alors c'est un peu embêtant. C'est que le fou est heureux quand il a satisfait un désir. Le sage est toujours heureux parce qu'il n'a pas de désir. Je trouve que c'est pas mal, ça. Merci, Anne. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»